Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez Ziana Best of Week. Voici le récap de la semaine. Face à l'actu, Jean-Jacques Combou et Antoine Page-Kimoulou sont revenus sur le FESPAM 2017. Morceau choisi. Le FESPAM, c'est le festival panafricain des musiques, en fait, qui a lieu depuis 22 ans du côté de Brazzaville. Or, il se pose un problème aujourd'hui, c'est que cette institution musicale qui est censée être de l'inspiration de l'Union africaine, en fait, n'est financée essentiellement que par le Congo. Et nous avons été abasourdis d'entendre son commissaire général, M. Gervais Hugonda, nous dire que le FESPAM n'a pas une reconnaissance juridique au sein de l'Union africaine. C'est pour cela que les autres pays africains, freinent les deux pieds pour compenser en fait et participer financièrement à l'organisation de cette manifestation. Alors on se pose la question, Jean-Jacques Combou, Antoine Page-Kimoulou, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'une manifestation qui se tient au Congo-Brazzaville depuis quasiment 22 ans, qu'on n'arrive pas comme ça à pouvoir l'instituer et lui donner un caractère juridique et aussi à donner une charge au Congo. Or, vous le savez, messieurs, que pour cette année 2017, Jean-Jacques Combou, vous n'avez cessé de le redire ici, qu'il faut de la rigueur, qu'il faut que l'économie, l'État montre l'exemple. Or là, nous sommes quand même face à une manifestation qui coûte cher, même si le budget a été réduit quasiment de 50%, cette année il devait être autour de 2 milliards, les années précédentes c'était autour de 4 milliards de francs CFA. Et en termes de résultats, pardonnez-moi Jean-Jacques Combou, on ne voit absolument rien, il n'y a aucune salle au Congo, il n'y a rien qui puisse dire aux Congolais, voilà, nous organisons le FESPAM depuis quasiment 22 ans, désormais nous avons un lieu approprié pour cela. Est-ce que le gouvernement avait de la jugeote, ou bien on peut le dire aujourd'hui, sans se tromper, que finalement ce FESPAM n'a été qu'un gouffre d'argent et qu'il y en a qui en ont mis plein les poches Jean-Jacques Combou? Alors il ne faut pas voir les choses de cette manière. Depuis un certain temps, on semble ne pas donner de la valeur réellement à la culture. La culture, elle unit les peuples. Elle raffermit la paix et la cohésion nationale. Voilà bientôt 21 ans que l'Organisation de l'Unité africaine avait décidé de concrétiser un rêve, le rêve des pères fondateurs de l'indépendance africaine. Ce rêve, justement, c'était de mettre en place une institution publique qui ferait la promotion de la musique africaine avec donc comme facteur d'accompagnement l'intégration africaine par le brassage des peuples. Voilà une cause noble qui aujourd'hui est un engagement personnel du chef de l'État et qui, par cette promotion de la musique, montre justement le caractère économique qu'il y a derrière. D'ailleurs, je crois que vous avez bien vu que la 11e édition sera marquée justement par plusieurs réformes qui feront que ce ne soit pas un gouffre comme vous le dites, mais que ce soit également une source de revenus pour l'État et également pour les artistes. Absolument. Voilà. Antoine Page-Kimoulou, vous buvez du petit lait maintenant. Tout à l'heure, vous avez failli en boire, mais là, vous pouvez en boire, puisqu'on se retrouve là avec une incongruité, une organisation voulue par l'Union africaine, pour laquelle le Congo débourse énormément d'argent, pas de résultats probants, et aujourd'hui, il faut faire des économies. Est-ce que vous comprendrez les gens qui ne veulent pas que cette manifestation ait lieu cette année 2017? Vous savez, lorsque l'on entre par effraction dans une demeure, et cette demeure c'est le Congo, on ne peut que se retrouver en difficulté tôt ou tard parce qu'on ne connaît pas la maison, parce que on ne saura pas prendre en compte beaucoup de paramètres qui gèrent cette maison. Monsieur Denis Sassou Nguesso a usurpé le pouvoir des Congolais.
Et il s'est lancé comme ça, tous azimuts, dans des programmes, dans des projets, dans des activités, des actions qui, ma foi, à la fin, l'amènent dans l'impasse. Le FESPAM, une belle idée, si je crois bien me souvenir de l'époque du professeur Pascal Lissouba, qui disait que la musique donnait le sourire. C'était une vitrine du sourire. Mais qu'est devenu le FESPAM? Un OCNI, c'est-à-dire un objet culturel non identifié dans les arcades de l'UIA. On ne connaît pas le FESPAM à l'Union africaine. Et pourtant, Ce qui fait que l'Union africaine n'a jamais déboursé un sou pour le FESPAM. Et la cigale Mpila, ayant chanté pendant que l'herbe était verte, faut quand même annoncer que se retrouve aujourd'hui démunie, plus de fonds, en crise totale, et on commence à vouloir serrer la ceinture. Nous avons d'autres priorités que de danser, chanter. L'Afrique a d'autres priorités, et si le FESPAM pouvait mourir de sa belle mort, je dirais chiche. Alors, une mort annoncée du FESPAM, Jean-Jacques Pambou, est-ce qu'aujourd'hui l'État a encore les moyens pour soutenir cette manifestation, Jean-Jacques Pambou? Vous vous rendez compte? Vous nous parlez de la rigueur tout à l'heure, je pense que là, il y a peut-être moyen de récupérer un peu d'argent. La rigueur, c'est également dépenser mieux. C'est cela la rigueur. Il s'agit de dépenser mieux. Jean-Jacques Pambou, enfin. Dépenser mieux, parce que la culture, vous vous rendez compte de ce que c'est? Un pays sans culture, mais c'est un pays qui n'a pas d'âme. Monsieur Kioulou serait aujourd'hui fier de ne pas avoir une culture quelconque, mais il serait complètement déraciné. La culture, ce sont les racines. Aujourd'hui, il s'agit de redonner à notre culture du peps, repartir, revaloriser nos cultures ancestrales. Parce que, dites-vous bien, que notre culture aujourd'hui, elle est plus ou moins métissée, plus ou moins plafonnée par la culture occidentale. Alors, redonner justement les moyens à ces artistes, redonner les moyens pour la promotion de la musique africaine, c'est redonner les moyens de se retrouver au niveau international également. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit de jeter de l'argent par les fenêtres, mais au contraire, c'est de s'affirmer d'un point de vue mondial. Voilà, aujourd'hui que Brazzaville soit la plaque tournante de la culture bantou, mais ça devrait être une fierté pour vous, monsieur Kioulou. Philippe Moukoko, auteur de Comme c'est beau la France, était l'invité de Bédel Baouna dans l'entretien du jour. Suivez. Bonjour monsieur Moukoko. Bonjour. Alors je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes juriste de formation et pour cause vous êtes avocat au barreau de Montpellier. Mais là l'on vous découvre romancier, parce que vous venez de publier ce roman Comme c'est beau la France aux éditions L'Harmattan. Dites-moi, pourquoi avez-vous écrit ce roman? Alors, merci de m'avoir invité. Donc, c'est un grand plaisir de venir parler de ce roman ici. Alors, la raison principale, c'est qu'il s'est passé une histoire au quartier Kilomètre 4, à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, dans les années 80. Une histoire qui est très très dramatique. Et c'est un Parisien qui est arrivé pour la première fois à Pointe-Noire, et à cette occasion, il a demandé à emmener sa fille qui était restée au quartier Kilomètre 4 en France. Comme cela se fait très souvent. Comme cela se fait très souvent, c'est quelqu'un qui a tenté l'aventure, qui a réussi, et quand il est rentré en France avec cette fille,
tout le monde était effectivement dans la joie, puisque cette fille venait d'être tirée de la galère, de la misère, et qu'elle aurait un avenir radieux. Alors, donc, je suis parti de ça, et ce qui est quand même assez dramatique, puisque je viens de le dire, c'est qu'une fois que ce monsieur, ce Parisien est retourné en France, on n'a plus eu des nouvelles. Voilà. Donc ça, c'est le fait divers. D'accord, ok. Avant d'entrer dans le vif du sujet, justement, je voudrais vous faire écouter un extrait, et vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous savez de qui est cette chanson? Oui, bien sûr, c'est une chanson de Papa Wemba. C'est une chanson qui est très très connue, que tout le monde écoute en Afrique centrale. En fait, cette chanson est tout à fait emblématique du sujet que vous abordez. Tout à fait. Et pour faire le lien avec votre narrateur, en l'occurrence Dominique Lumingo, alias Billy X, c'est ça. Est-ce que vous diriez qu'il a vraiment réussi son examen ici en France et qu'à Pointe-Noire, les résultats sont positifs? Alors, à Pointe-Noire, dans le quartier kilomètre 4. Dans le quartier kilomètre 4. Parce qu'il a une BMW, il a une villa ici, il s'achète et il rend fou le compte de son père même, qui plus tard sera victime d'un accident tragique, pour ne pas dire d'un assassinat, à cause justement des millions que son fils lui a donné, offert. Est-ce que vous diriez que justement la chanson cadre bien avec le sujet du roman? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est une chanson qui cadre avec le sujet du roman. C'est un jeune homme qui, de retour à Pointe-Noire, a fait étalage de tout ce qu'il a réussi en France. Alors, effectivement, c'est vu de l'autre côté, c'est vu de Pointe-Noire. Du quartier kilomètre 4. Kilomètre 4. Mais il y a quand même l'envers du soleil. Vous voyez, donc c'est ça qui constitue également le sujet principal du roman. Qu'est-ce qu'il a fait en France? Ça, on ne sait jamais. Quel type de travail il a pu exercer en France pour devenir en si peu de temps millionnaire. En 2 ans. En 2 ans, millionnaire. Donc ça, c'est vraiment le grand sujet du roman. Bon, pour parler vraiment de Billy X, qui est le beau-frère du narrateur, puisqu'il y a un narrateur, hein. C'est un roman, je rappelle, à la première personne. Donc il y a un narrateur. Et la première partie, je dirais, du roman est hétérodédéchique. Le narrateur rapporte les faits, mais sans prendre part à l'histoire qu'il est en train de raconter, surtout dans la première partie. Et même quand le narrateur Billy X s'en prend à son ex-compagne ou bien à sa compagne, le narrateur, lui, il se met à l'écart, il n'intervient pas. Ce qui me semble un peu quand même difficile dans la société congolaise, non? Est-ce que vous accepteriez que votre beau-frère dans la rue, comme ça, puisse gifler votre soeur? Est-ce que vous resterez impassible, comme inexistant? Alors, je pense que oui, c'est une très très bonne question, mais je ne pense pas que devant la même situation, tous les Congolais réagiraient de la même façon. De la même façon. Ce n'est pas possible, puisqu'on réagit selon son histoire, selon ses aptitudes personnelles. Donc le fait que Makila Mabé n'ait pas réagi, qui est le narrateur, qui est le narrateur de l'histoire, et donc dont la sœur a été frappée, le fait qu'il n'ait pas réagi, à mon avis, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. D'autant plus qu'il faut comprendre que c'est quand même un personnage qui subit. Lorsqu'on va rentrer dans le cœur du sujet, on voit bien que Makila Mabé, c'est pas quelqu'un, il n'est pas agressif. Il n'est pas violent. Il n'est pas violent, il est sensible. Donc, je pense que ça a un lien avec
les traits de sa personnalité. Donc ça ne m'étonne pas qu'il n'ait pas pu réagir. D'ailleurs, je ne peux pas faire à un personnage des choses qui ne sont pas en rapport avec son caractère. Retour aux affaires pour Alexis Passy et Frédéric Itois qui ont abordé la question du choix du statut pour l'entreprise. Cela se passait dans Ziana Business Eco. Suivez. Je parlerai de plusieurs statuts juridiques. Je donnerai une liste non exhaustive, bien sûr, parce qu'on ne peut pas le faire dans le temps qui nous est imparti. Mais le premier statut juridique, je pense que tout le monde connaît, tant il est réputé et puis accessible, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Donc c'est le premier statut juridique de l'entreprise qui permet à n'importe quel citoyen en France de créer une entreprise en une journée et demie, une entreprise individuelle et qui permet d'avoir un statut d'acheter auprès des fournisseurs, de vendre des produits, de faire des prestations intellectuelles et d'autres types de prestations qui pourraient rapporter un chiffre d'affaires. Alors, d'autant plus que notre chaîne a cette singularité de s'adresser à la diaspora congolaise en particulier, et africaine en général, mais pour ce qui est des Congolais, puisque nous connaissons aussi, on va dire à travers nos connaissances, hein, à travers nos relations, dirais-je plutôt, voilà, des gens qui sont peut-être dans cette lancée pour entreprendre, mais deux fois il y a des questions bloquantes du genre est-ce que lorsque l'on n'est pas naturalisé français, bien que résident en France, peut-on se lancer dans le monde de l'entreprise? Oui, un étranger en France peut créer une entreprise. Un étranger issu de l'Union européenne ou pas a le droit de créer une entreprise. La seule condition, c'est d'avoir une carte de résident ou de séjour. Qu'elle soit d'un an, de 10 ans, peu importe, ça suffit largement pour créer une auto-entreprise et pour créer tout type d'entreprise. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Le souci de l'auto-entreprise, si on peut l'appeler ainsi, c'est vraiment pas un souci, c'est qu'on est limité par... C'est l'appellation générique, on va pas changer la donne. Dans l'auto-entreprise, on est limité par le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est vraiment un statut réservé à des personnes donc individuelles, pas des personnes morales, il faut que ce soit des personnes physiques, qui font au maximum par année un statut de 82 200 € hors taxe, pour des entreprises qui font de l'achat-revente, et pour des entreprises qui font du service, il faut que le maximum autorisé par année, c'est 32 900. Au-delà, on sort du cadre de l'auto-entreprise et il faut chercher un autre statut. Tout à l'heure, on parlera des statuts qui sont adaptés pour ce type d'entreprise. Mais l'idée, c'est permettre à une personne déjà salariée par ailleurs de se faire un revenu additionnel, ou à un entrepreneur qui a une idée d'entreprise de tester son entreprise via un statut souple administrativement. Parce qu'il faut savoir que le statut d'auto-entrepreneur nous décharge de l'obligation, nous décharge de l'auto-entrepreneur de l'obligation de se soumettre à l'expertise comptable ou de tenir une comptabilité. On n'a pas besoin d'avoir un livre journal, on n'a pas besoin d'avoir un bordereau, de transactions et tout. Et donc ça c'est assez souple. Et les déclarations de ces revenus, des revenus lorsqu'on est auto-entrepreneur sont très simples. Il suffit d'aller sur le site, les auto-entrepreneurs ont toutes les informations. Il y a un site dédié, ils vont sur le site, ils déclarent leur chiffre d'affaires et c'est tout. Ça se fait en 2-3 clics. Par contre, le statut d'auto-entrepreneur a des inconvénients. Des inconvénients dans le sens où on paye des cotisations sociales, soit mensuellement, soit trimestriellement, mais des cotisations sociales sur son chiffre d'affaires. Oui, parce que c'est une question qui me taraudait à l'esprit. Vous avez eu le réflexe de me dévancer, parce qu'effectivement, on parle souvent des cotisations sociales de la part de l'auto-entrepreneur, mais qui est déductible de son chiffre d'affaires. Oui, effectivement, ça peut être un gros frein, parce que faire du chiffre d'affaires, ça ne signifie pas qu'on gagne de l'argent. On peut faire du chiffre d'affaires, avoir des clients qui vous achètent des produits ou des prestations. Les produits, c'est le cas le plus récurrent, qui vous achètent des produits, mais finalement, vous avez fait du chiffre d'affaires à perte.
Parce que, le cas échéant, vous avez mal évalué la charge entre le prix de revient du produit, le transport pour la livraison, et au final, ça vous revient à perdre. Le statut d'auto-entrepreneur fait fi de tout ça. C'est-à-dire que même si vous avez perdu de l'argent, si vous avez fait 20 000 euros de chiffre, ou 30 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, sachez que vous aurez payé, suivant un certain pourcentage, des cotisations sociales. Donc du coup, c'est pas intéressant pour un entrepreneur qui perd de l'argent d'adopter ce statut. Dans le décryptage, l'indomptable Bédel Baouna est revenu sur l'info de la semaine, la mort du colonel Marcel Tour. Suivez. Moi, si vous voulez une impression, je salue ici la mémoire de l'homme privé. En revanche, je ne salue pas la mémoire de l'homme public. Enfin, Bédel Baouna, on s'est toujours incliné devant les morts. J'ai raison. Cette émission s'appelle Décryptage, doublé de quelques coups de griffe, cher ami. C'est vrai. Il y a eu des réactions ici ou là. Dans ma langue maternelle, on dit Wafa Watoma. C'est-à-dire que dès l'instant où l'on décède, on oublie tout ce que vous avez fait comme mal. Mais M. Nsourou a rendu des enfants orphelins. Il a rendu des gens, des hommes veufs. Il a rendu des femmes veuves. Et M. Nsourou, en fait, pour ainsi dire, était un gangster, à l'image de son mentor, M. Sassou. Donc, si vous voulez, moi je n'adhère pas à ce déluge de sympathie, de compassion a posteriori à l'égard de M. Nsourou. Non, on a quand même vu les j'ai mes raisons, je suis congolais. Oui, nous y reviendrons. Oui. Cher ami, nous y reviendrons. Je ne crois pas en Dieu. Donc, dès l'instant où l'on se tait, la vie pour moi aussi c'est fini. Je ne sais pas si dans l'enfer, tout. Moi, je ne peux pas souhaiter à M. Nsourou qu'il repose en paix. Non, qu'il repose en guerre. Là où il est parti. Monsieur Nsourou, comment dirais-je, a mis à genoux, ou bien avait mis à genoux la ville de Pointe-Noire en 97. C'est Monsieur Nsourou. Monsieur Nsourou a liquidé des faux billets qui ont emporté des milliers, des centaines de Congolais. C'est Monsieur Nsourou. Les faux billets. M. Nsourou a amassé les fortunes à Pointe-Noire en 97. Je n'y étais pas, j'étais ici. Et il y a des témoignages concordants dans ce sens-là. Exactement. Personne ne pourra s'aviser ou se hasarder à porter plainte contre moi, comme c'est pas moi qui l'ai écrit, ce sont les journaux. Donc j'ai toutes les preuves, les coupures de presse ici avec moi. Et oui. M. Nsourou, je me souviens, lors de son procès sur les disparus du beach, j'étais à Brazzaville et j'ai fait un tour au tribunal. Pendant que ses comparses, M. Ndengue, Jean-François, M. Alakwa, l'ancien porte-parole de la police, M. Davira, singeaient en quelque sorte la compassion ou bien compatissaient à la peine des familles des victimes, mais M. Nsourou était d'une arrogance mais pathologique, mais d'une arrogance mais caractérisée. Aucun mot, mais aucun regard pour les familles des victimes. Il les défiait. Tout simplement parce qu'il était sûr de son pouvoir. Il était sûr d'être le numéro 2 des services d'enseignement. Et qui dit service d'enseignement, donc dit pouvoir énorme. C'est parce qu'il comptait sur M. Sassou et M. Jean-Dominique Okeba. Or, ce n'était que de l'illusion du pouvoir, en fait. M. Nsourou était naïf, d'une naïveté exquise, pathétique et pitoyable. M. Nsourou, c'est la naïveté qui l'a emporté. Parce que celui qui ne se méfie pas de M. Sassou, on meurt. Et oui, cher ami, M. Nsourou, vous me direz qu'il a au dernier moment combattu M. Sassou. Non, c'est M. Clément Mirassa sur son compte Facebook qui dit « Repose en paix le valeureux soldat de Marcel Nsourou ». Le valeureux soldat, en quoi est-il valeureux? Quelqu'un qui a éliminé des gens? Non, ce n'était pas un homme politique. M. Nsourou était un gangster, cher ami. Je le dis, cela n'engage que moi. Oui, qui vole est un voleur, sauf quand il a faim. Qui tue est un assassin. Mais sauf quand il sauve le monde. M. Nsourou a tué, non pas pour le Congo, mais pour les Congolais. Je veux dire une partie des Congolais.
ce qui règne aujourd'hui à Brazzaville. Or, il a oublié, et c'est là où je reviens sur le mot que j'ai employé, naïveté, M. Nsourou a oublié que M. Sassou est capable de tout. Absolument tout. Et c'est la condition requise d'ailleurs pour se maintenir au pouvoir de la hiérarchie criminelle. C'est-à-dire savoir montrer à la concurrence qu'on a depuis longtemps fait une croix sur sa conscience. Faire montrer à la concurrence criminelle, entre autres de M. Nsourou, ceux qui l'ont côtoyé ou ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour la reconquête du pouvoir en 1987. Ceux qui ont mis à feu et à sang le Congo. Donc moi, je ne peux pas aujourd'hui venir dire à M. Nsourou, repose en paix, et qu'il repose en enfer là-bas ou en enfer. Je le dis et j'attends les réactions, chers amis. Ziana Best of Week, c'est terminé. On va se quitter avec le numéro spécial de rétrospective sur le face-à-face d'Alagraï, Charles Madou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Chers amis, dans ce numéro de rétrospective, je veux faire un lien entre un roman universel d'une puissance inouïe et un procès qui s'est tenu à Brazzaville en 1986. Oui, dans Crime et Châtiment, Dostoïevski a placé la barre très haut. En matière d'acuité et d'analyse psychologique, on ne peut mieux faire. Outre cette procession d'adverbes de temps, de prolepse, pour ainsi dire, d'accélération ou d'anticipation, ce qui fait vibrer le lecteur, ce sont surtout les trois entretiens entre le procureur Porphyry et l'accusé Raskolnikov, trois scènes d'anthologie de la littérature mondiale. Imaginez donc pour le cas du Congo, Charles Madou, paix à son âme, dans le rôle de Porphyry et Claude Ernest Ndalagraï dans celui de Raskolnikov. Chers amis, je vous propose un retour en arrière sur cet épisode resté à jamais gravé dans le disque dur de l'imaginaire congolais. Séquence. La Cour. Accusé, veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Claude Ernest Ndala, alias Graï. Alias? C'est aussi vous? Non, Monsieur le Président. Alias est un adverbe qui introduit le pseudonyme. Graï est un pseudonyme. Et pourquoi vous êtes surnommé Graï? Graï m'a été donné comme surnom par mes amis car j'adore la bonne cuisine. Il ne vous a pas échappé que j'ai créé ce qu'on appelle en Europe, dans la communauté africaine, la semoule. Ah bon? Oui, Monsieur le Président. Demandez à ceux qui m'ont connu à Paris. Ils vous le diront. Qui, par exemple? Ambroise Noumazalaï et Jean-Pierre Tchister Tchikaya, par exemple. La Cour appréciera. Alors les faits. Nous sommes le 3 août 1986 à Brazzaville. Devant la cour révolutionnaire présidée par Charles Madou, s'ouvre le procès des attentats aux explosifs au cinéma Star et à l'aéroport de Maya-Maya de 1982. Claude Ernest Ndalagraï, Jean-Pierre Tchister Tchikaya, Jean-Gustave Bouissou, Blaise Nzalakonda, Daniel Biampandou, Gaspard Kivuna et Claude Kimbisila sont accusés, entendez bien, d'adhésion à une secte ou groupement interdit, complot, complicité d'attentats, de tentatives d'assassinat, de destruction d'édifices, de fabrication, transport et détention de matériel, armes et munitions de guerre. Suivez cette scène. Donc vous connaissez bien Jean-Pierre Tchister Tchikaya? Oui, je connais bien Jean-Pierre Tchister Tchikaya. Je l'ai vu la première fois à Paris en avril 1959, à la mairie du 16e. À quelle occasion? C'était à l'occasion du concert de African Jazz. Kabasele et ses amis revenaient de Bruxelles, où ils avaient assisté à une table ronde sur l'indépendance du Congo. Nous les avions fait venir à Paris pour chanter leur succès Indépendance Chacha.
Et ce soir-là, j'étais le portier. Ambroise Noumazalaï nous a présenté. Ah, c'est donc une vieille amitié. Voilà pourquoi vous étiez inquiété quand vous avez appris son arrestation pour activité terroriste. Non, Monsieur le Président. Je n'étais pas inquiété, mais j'étais inquiet pour lui. Pour quelle raison? Monsieur le Président, je viens de vous dire que c'est un ami de, comment dire, de 30 ans. La Cour appréciera. Et durant ce procès, il sera aussi question de la personnalité de Ndala Graye, de ses amitiés, de ses lectures, de ses activités, notamment son amitié avec Jean-Pierre Tchisté Tchikaya, comment ils se sont connus, où et quand. Suivez. Jean-Pierre Tchisté Tchikaya est votre ami. Comme vous, il était du PCT, un parti que vous avez vu naître. Pourquoi en avez-vous été exclu? Pourquoi j'ai été exclu du PCT? La raison est simple, Monsieur le Président. Le mouton qui a vu naître Jésus, a-t-il pour autant accès à l'Église? Non. Je me trouvais en Chine, où j'étais ambassadeur plénipotentiaire quand Ange Diawara et Ambroise Noumazalaï m'ont téléphoné pour que je revienne vite à Brazzaville afin d'occuper le poste du premier secrétaire du PCT. Ce qui fut fait. Oui, j'ai vu naître le PCT, dont les parents sont Ambroise Noumazalaï et Ange Diawara. Je vois que vous êtes bien traité en prison, puisque vous continuez de lire les livres sur le marxisme. Non, Monsieur le Président, je ne suis pas bien traité en prison. D'habitude, je mange à heure fixe. Or, en prison, on me sert à manger parfois très tard. C'est une vraie souffrance morale. Pour les livres, je me contente de ceux que je trouve en prison. D'ailleurs, Monsieur le Président, je vous demande de me ramener chez moi afin que je récupère les livres que je n'ai pas encore lus. Le procès avançant, Okotaka Ebale évoque un poème écrit par Ndala Graye en prison à Infondo en 1978, comme pour prouver ses activités terroristes. Ce poème, il s'agit d'un village qui jamais ne meurt. Et c'est Alexis Gabou qui le lit. Congo au cou tordu, voix cou coupé, Congo pleure ses morts innombrables. Des tombes, des tonnes de Maccabée, Congo pleure de faim. Les fins de mois sont devenus des jours de faim, de faim. Ça ne vous dit rien? Peut-on faire le lien entre ce qui s'est passé dans les années 80 et maintenant? Suivez. Et le fameux poème que vous avez écrit, le fameux « Un village qui jamais ne meurt », qu'en dites-vous? C'est une métaphore, une représentation de moi-même. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce poème représente ma propre vie. Le Congo se meurt, mais moi, Claude Ernest Ndala, je suis toujours debout. La Cour appréciera. Chers amis, comme pour conclure cette émission, la question que l'on se pose est la suivante. Les attentats au cinéma Star et à Mayamaya étaient-ils vraiment l'œuvre des prévenus? Nul ne le sait. Et pour cause, quand on pose la question, même à quelques prévenus encore vivants, il reste, pour ainsi dire, évasif. Et quand je pose aussi la question à Ndala Graye lui-même, il parle plus de la forme que du fond. Après tout, sous tout le règne de Sassou, la stimulation et la dissimulation sont légion. Ce procès fut sans aucun doute une grande mascarade, une insipide parodie. Il n'en reste pas moins qu'il aurait dû inspirer les artistes, les comédiens, comme nous-mêmes l'avons fait ici en prenant quelques libertés artistiques. Un film, une pièce de théâtre, par exemple, ou un livre, rien de tel. Le Congo, au contraire de Ndala Graye, est un village qui meurt. Pas la moindre salle de cinéma à Brazzaville, ni de bons livres.
gémissons, gémissons, gémissons. À très bientôt.